Bonjour à tous. En 2009, l'écrivain et dramaturge Dario Fo donna au Piccolo Teatro de Milan une nouvelle pièce intitulée Sant'Ambrogio e l'invenzione di Milano. L'homme de théâtre, qui fut, comme vous le savez, prix Nobel de littérature, défendait, il avait 84 ans, un spectacle engagé et bouffon où le patriotisme milanais se conjuguait dans ce qui était alors la capitale du berlusconisme triomphant, se conjuguait donc à la critique sociale. Ambroise, disait-il dans ce spectacle, ne s'est pas contenté d'inventer Milan, il a été, je le cite dans une interview qu'il avait donnée au Corriere della Sera, un communiste avant l'heure. Preuve qu'une certaine contre-mémoire ambrosienne, dont nous avons tenté de raconter l'histoire, peut avoir la vie longue. Mais en réalité, ce spectacle qui faisait bizarrement d'Ambroise, l'inventeur de Milan, et d'une certaine forme de critique contre les possédants et leurs richesses violemment excessives, ce spectacle en vérité ne fut pas compris. Peut-être parce que la tradition ecclésiale ambrosienne a essentiellement recouvert, lissé, neutralisé ce qu'il pouvait y avoir encore d'actif, d'énergique dans la texture hétérogène de son souvenir, ce grain, en somme, que nous avons tenté ensemble de reconstituer, mais qui, définitivement, peut-être, et à partir d'un moment qui est, j'allais dire, le nôtre, puisque nous approchons la fin de cette histoire et que nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui que je vais appeler le dernier des nouveaux Ambroises, Charles Borromée, ce héros de la Contre-Réforme. Peut-être est-ce à ce moment-là, donc, au XVIe siècle, qu'une tradition s'est lissée, qui rendait incompréhensible ou illisible les autres formes plus nerveuses, plus politiques du souvenir que nous avons tenté de réactiver. Une tradition. Mais qu'est-ce à dire une tradition dans le langage de l'Église? Dans ce langage de l'Église qui, depuis le XVIIe siècle, justement, se caractérise par une réactivation de l'augustinisme politique, c'est-à-dire une manière d'arrêter le temps en prétendant l'arrimer à l'origine et en particulier à ce sol, ce socle des origines qui est l'humus patristique. Le père Yves-Marie Joseph Congar, qui fut un grand théologien dominicain, influent, l'a dit dans un essai profond paru en 1960 sous le titre « La tradition et les traditions, essai historique », et dans une thèse consacrée au rapport entre justement le catholicisme français d'âge classique et les pères de l'Église, un historien, Jean-Louis Quentin, lui embraye le pas en disant ceci: l'Église du grand siècle avait beaucoup vécu et avait le culte de sa mémoire. Mais en même temps, elle bruissait d'ardeur théologique et se disait à jamais, éternellement jeune. Je cite Jean-Louis Quentin, « Cette union du grand âge et de l'éternelle jeunesse portait un nom en théologie. Cela s'appelait la tradition. La tradition était une sorte d'équilibre miraculeux menacé à chaque instant de se rompre entre l'histoire et la vie. » Oui, le public n'a pas compris sans doute, du fait de cette tradition, le sens véritable de l'engagement ambrosien de Dario Fo, intempestif par rapport à cette éternelle jeunesse de la tradition ecclésiale. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a compris la profondeur historique, me semble-t-il, du geste de rupture qu'a constitué, il y a quelques semaines, le 23 février dernier, l'organisation des obsèques laïques d'Umberto Eco, mort à 84 ans. Elles eurent lieu, non loin du Piccolo Teatro, dans ce Castello Sforzesco sur lequel donnait son grand appartement en forme de bibliothèque. Et dans le château, Umberto Eco a voulu que ces obsèques fussent célébrées dans ce qu'on appelle le cortile della Rocchetta, c'est-à-dire une sorte de forteresse dans la forteresse, où le prince redouté devait pouvoir se retrancher
en cas d'attaque. Un endroit assez beau et solennel et au fond retiré, construit par Ludovic le Mort, décoré ensuite par Bramante et son élève Bramantino, qui exprime cette forme de sacralité étatique et butée que trahit toujours l'architecture d'intimidation et du retrait. Et nous en avons parlé, au fond, il y a 15 jours, lorsque je tentais de saisir ce que j'ai appelé l'oublieuse Renaissance. C'est-à-dire, au fond, cet effort ou cette tension vers l'abstraction, vers l'hermétisme qui caractérise d'ailleurs la décoration du château à ce moment-là. Songez à la Sala delle Asse que Léonard de Vinci a peint toujours pour Ludovic le Mort dans cette pièce d'apparat qui est comme la réverbération du jardin céleste. Et vous vous souvenez peut-être que je vous avais dit combien les processions ambrosiennes à ce moment-là étaient capturées par le jardin ducal qui se trouve derrière la ville, derrière le château, pardon. Et ce château fait écran, en somme, à ce séjour paradisiaque, parce que de la grande fête de cour de Ludovic le Mort, on sait que les Milanais ne verront qu'un théâtre d'ombre, c'est-à-dire, au fond, ce qu'ils devinaient qui se passait derrière cette façade, j'allais dire cette falaise hautaine du château qui, pour parler un langage impressionnant, faisait écran devant la ville et ne disait qu'une chose, en somme, c'est que derrière avait lieu, et c'est ça la sacralité, ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir, c'est-à-dire une puissance d'autant plus intimidante qu'elle demeure cachée. Umberto Eco ait choisi ce lieu essentiellement abstrait, laïque, je dirais, adossé au sens propre, c'est-à-dire tournant le dos à la tradition catholique de Milan pour l'organisation de ses obsèques, dit quelque chose sans doute de profond de son rapport à la sémiologie politique et peut-être à la politique tout court, mais aussi de la longue durée d'une mémoire subversive des lieux à Milan. Cette opacité d'un pouvoir souverain qui s'affaiblit en même temps qu'il s'absolutise, nous avons tenté de l'approcher, effectivement, il y a 15 jours, il y a 2 semaines, et à partir, de cette question du château des Sforza, qui est le signe de leur puissance, de son ambition d'absolutisation et ultimement de sa faiblesse. Machiavel le savait. Machiavel l'a écrit dans le chapitre 20 du Prince. Et l'on peut examiner ce point ainsi. Le prince, qui a le plus peur des peuples que des étrangers, doit faire des forteresses, mais celui qui a plus peur des étrangers que des peuples doit les laisser de côté. À la maison des Sforza, le château de Milan, que Francesco Sforza y édifia, a fait et fera la guerre plus qu'aucun autre désordre de cet État. Aussi, la meilleure forteresse qui soit est-elle de n'être point haïe par le peuple. Et effectivement, on sait que la solitude est toujours un refuge illusoire, que la forteresse, loin de protéger le prince, l'enferme dans une conception de la domination qui dévoile la réalité coercitive du pouvoir et ne peut, au fond, ultimement, que cristalliser la haine, ce que Machiavel appelle la guerre. Autrement dit, comme le commente Claude Lefort, brillant analyste de Machiavel et penseur, vous savez, de la politique antitotalitaire dans les années 60 et 70, la force imaginaire, matérialisée dans la forteresse, signale l'absence du sujet, non seulement l'exclusion du peuple de la puissance, mais le dénuement du prince sous l'appareil de coercition. Au fond, je dirais que cette profonde ambivalence du signe architectural, dont Umberto Eco a été, me semble-t-il, aussi l'analyste pénétrant, elle est le condensé de toute l'histoire du pouvoir laïque à Milan
au XVIe siècle. La faiblesse du gouvernement de Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, se vérifia assez aisément lors des 2 sièges de la ville contre les Français en 1499, en 1500 à nouveau. Par 2 fois, c'est la population qui se soulève, qui oblige le duc à fuir devant les Français et dont on voit bien effectivement que la forteresse n'est qu'un refuge illusoire. C'est son second fils, il a 3 ans en 1499, il va se réfugier chez les Habsbourg. C'est son second fils qui, en 1521, deviendra le dernier Sforza, duc de Milan, sous le nom de Francesco II, jusqu'à ce que Charles Quint annexe directement le duché à la couronne en 1535. Et lorsque Francesco II est assiégé dans son château en novembre 1525 par les troupes des impériaux, il brandit une bannière d'Ambroise, un peu dans la panique, espérant ainsi réactiver l'idéal milanais d'autonomie urbaine. Mais, comme l'a montré Séverin Duc, il manipule dans le même temps toute une série de signes un peu contradictoires. Il sort aussi les armoiries impériales, les insignes des factions guelfes et gibelines. Bref, affaibli financièrement, endetté auprès de Charles Quint, il n'a pas les moyens, au fond, ni d'une politique souveraine, ni d'une politique tout court, du point de vue, justement, de la manipulation des signes du pouvoir, parce que Milan est à ce moment-là passé sous domination impériale. Certes, cette domination est de nature contractuelle, elle peut se négocier, mais elle impose une nouvelle scénographie du pouvoir. Et c'est vrai depuis le règne de Louis XII, d'ailleurs, qui, on l'a oublié, eut une authentique ambition impériale. Dans l'histoire de France, parce que on la considère comme orientée inexorablement vers la construction de l'État national, on n'a pas compris souvent, ou sinon comme une diversion, ou comme une erreur des rois, cette aventure italienne. On n'a pas compris que Louis XII, Charles VIII, puis Louis XII, ils cherchent des ressources de légitimité spécifiquement romaines, mais romaines non pas au sens républicain, mais au sens impérial, c'est-à-dire qu'ils trouvent à Milan en particulier eh bien, une réactivation d'un rêve impérial, une romanisation de l'idéal monarchique qui va évidemment connaître son aboutissement sous le règne de François Ier. Et dans ce contexte, je dirais que la référence ambrosienne fait partie de ce bricolage idéologique, complexe, hermétique, comme l'a montré Anne-Marie Lecoq dans sa très belle analyse justement de la politique, héraldique, sémantique de François Ier, obscure à force de combiner un bric-à-brac de références, de souvenirs, de ressources identitaires. Alors oui, bien sûr, lors de l'entrée de Louis XII à Milan en 1499, puis à nouveau en 1509, il y a bien des effigies d'Ambroise, mais elles ne désignent rien d'autre à ce moment-là qu'une identité milanaise. Et tout se passe au fond comme si le culte ambrosien avait fini par ressembler à ce que les historiens pensent qu'il est de tout temps, c'est-à-dire la fonction apaisante et consensuelle de la religion civique. Et c'est-à-dire que la mémoire ambrosienne s'est au XVIe siècle définitivement dépolitisée et que notre histoire doit s'arrêter là. Dans ce cas, effectivement, ça serait la butée définitive de notre enquête généalogique, car à ce moment-là, s'observeraient les concaténations du souvenir, la solidification d'une tradition, justement, mais qui ne serait plus une tradition politique au sens où le pouvoir civil, laïque, l'avait saisi à partir, on l'a vu ensemble, du XIIe, XIIIe siècle, du XIIe siècle, disons, la Porta Romana, mais reprise dans une tradition vénérable, qui est la tradition avec un T majuscule, celle de l'Église, une tradition
qui, pour le coup, aurait la consistance théologique du gouvernement de l'Église. Alors, reprenons une dernière fois, puisque, au fond, nous approchons du moment de conclure. Nous cherchions ensemble, vous vous en souvenez peut-être, les ancres du souvenir. Nous cherchions à les arrimer à ces lieux qui sont à la fois les lieux dans la ville, les lieux au sens liturgique et les lieux au sens du lieu textuel. Et dans les trois cas, eh bien, on butait, en somme, sur une solidification du souvenir, non seulement au XVIe siècle, mais précisément au temps de Charles Borromée. Charles Borromée, qui fut archevêque de Milan de 1564 à sa mort en 1584, et qui, de la contre-réforme triomphante, a fait, je dirais, et le récit et la figuration héroïque. Charles Borromée est l'acteur principal de cette solidification du souvenir ambrosien, et c'est cela que je voudrais montrer aujourd'hui. Vous vous en souvenez, lorsque nous parlions de la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens de Milan, qui fait de la capitale lombarde une ville pénitente, eh bien, nous avions déjà remarqué que c'était Borromée qui non seulement arrimait le souvenir ambrosien dans la cathédrale, recentré sur le dôme, mais qui faisait du circuit des basiliques rayonnant autour du dôme un circuit de remémoration, non pas de la vie, mais de la parole d'Ambroise, comme si, je vais y revenir, tous les lieux de Milan disaient désormais, en une machine mémorielle agissante, « Souviens-toi ». Telle était l'injonction que portaient ces stations de mémoire. Telle était la fonction que des ostensions organisées par Charles Borromée comme un concentré de mémoire ambrosienne qui conjoignait les rites, les corps, les saints dans les lieux mêmes de la vie d'Ambroise. Et vous vous souvenez aussi peut-être que lorsque on abordait justement l'histoire archéologique du Mysterium Ambrosianum, c'est-à-dire de la liturgie perçue comme une pureté originelle à défendre contre les contaminations, les altérations de justement la centralisation romaine, eh bien on avait trouvé là encore, sur notre chemin, Charles Borromée. C'est Charles Borromée qui, le 4 août 1568 précisément, confirme la perpétuation du rite ambrosien, en exception à l'universalisme du rite romain proclamé par Pie V, et le nouveau bréviaire romain est destiné à s'imposer partout, sauf dans les cas particuliers prévus par la bulle Quod ad nobis, et c'est justement comme cas particulier que Milan s'affirme. Charles Borromée inscrit donc son action pastorale dans une pluralité liturgique qui est reconnue comme légitime. Toutes les églises du diocèse de Milan, d'ailleurs, ne respectent pas le rite ambrosien, mais jouent quand même, sans doute, d'un sentiment anti-romain diffus à Milan, pour qui la papauté reste toujours une menace constante dans la préservation du particularisme milano-ambrosien. Alors, là encore, lorsque on abordait cette question liturgique, on trouvait Charles Borromée. C'est plus compliqué, en revanche, je suis bien obligé de l'admettre, pour la question de la canonisation textuelle qui nous avait aussi occupés, puisque la nouvelle opéra omnia, les nouvelles œuvres complètes d'Ambroise qui sont imprimées en 1580, c'est essentiellement une entreprise romaine qui fut conduite par le cardinal Felice Peretti, le futur Sixte Quint, à partir de 1572. Alors effectivement, lorsqu'à Rome on commence à entreprendre cette grande récapitulation textuelle
des œuvres complètes d'Ambroise, eh bien, on fait appel à l'archevêque de Milan et qui lui-même répercute sur toutes ces... sur les savants, les doctes, tous ceux qui l'entourent, et dont la thèse de Marie Lesovsky, j'y reviendrai, qui s'appelle L'atelier Borromée, a décrit l'histoire sociale. Il y en a un en particulier qui s'appelle Pietro Galesini, qui a des grands rêves érudits, mais que l'archevêque de Milan, Charles Borromée, s'emploie méthodiquement à décevoir. Et c'est lui à qui Peretti écrit des lettres, et Pietro Galesini va évidemment alimenter l'atelier romain des textes ambrosiens qui ont été conservés et réformés, je dirais, à Milan. L'édition romaine prend donc, d'une certaine manière, le relais d'une mise en forme de la mémoire ambrosienne, qui est un jalon essentiel de sa transmission et qui, d'une certaine manière, a été plutôt figée, elle, je dirais, au XVe siècle, avec l'archevêque Francesco Pizzolpasso et aussi le cardinal Giovanni Arcimboldi, qui fut un grand prélat d'État dont la carrière se fit à l'ombre du pouvoir des Sforza et qui fut archevêque de Milan de 1485 à 1488. C'est bref, mais c'est suffisant pour comprendre que l'imprimerie relance la rivalité entre les rites romains et ambrosiens, que puisque le missel romain est imprimé en 1474, alors il faut répliquer sans tarder, et le missel ambrosien est promu en 1475. La même année, on imprime la vie de Paulin de Milan, et Pietro Cassola va faire une première impression des écrits ambrosiens. Bref, c'est cette première récapitulation du souvenir dont s'empare, je dirais, l'atelier romain. Et Felice Peretti, qui est, je le répète, le futur Sixte Quint, est celui qui, après s'être attaché donc à figer, monumentaliser au sens fort, la mémoire ambrosienne, va transformer la ville de Rome en une arme pour la contre-réforme. Une arme pour la contre-réforme, je cite ici le sous-titre du grand livre de Gérard Labro, L'image de Rome, publié en 1987, qui a montré combien la politique urbanistique des papes, et en particulier de Sixte Quint, avait fait de Rome, de la ville de Rome, une image agissante, écrivait-il, c'est-à-dire, au fond, non seulement une représentation, mais une présentation de la ville au monde, mais une représentation du désir, mimé ou réel, que les hommes éprouvent pour la ville. L'image de Rome, au fond, c'est celle qui s'impose à tout visiteur, contraint son geste ou son regard, l'oblige en somme à ne voir que ce qu'il a été préparé à voir. L'image de Rome, c'est cette intruse entre celui ou celle qui veut visiter une ville et la ville elle-même, et qui fait qu'il n'y aura jamais de première fois, parce que avant d'y avoir été, eh bien, on connaît déjà. Et d'une certaine manière, cet amour des commencements est toujours déçu. Alors, Gérard Labro a montré magnifiquement comment, d'une certaine manière, cette image, là encore, se déployait par l'écrit, mais aussi par la monumentalisation de l'espace romain, avec deux dimensions. On retrouve d'ailleurs la sémiotique d'Umberto Eco, ce qui l'appelle les enjeux du vertical et l'euphorie de l'horizontal. L'euphorie de l'horizontal, c'est une sorte de nappe discursive et rituelle qui vient recouvrir toute la ville de
de cortèges, de processions, ce qui impose évidemment une discipline de l'espace, et notamment l'expulsion du carnaval. Les enjeux du vertical, c'est à la fois ancrer le souvenir de Rome avec notamment cette conquête de l'infra-Rome, des souterrains, les catacombes. C'est la grande affaire, effectivement, de la découverte des catacombes, c'est-à-dire, au fond, de l'inventaire des persécutions, cette épaisse couche de martyrs. 10 202 martyrs au terme de Dioclétien sont patiemment comptabilisés, et la précision 10 202 fait évidemment effet de réel, fonde le socle géologique d'une histoire sédimentée, et évidemment ce que a magnifiquement montré Gérard Labro, c'est qu'on ne se contente pas d'ancrer la tradition dans justement le socle d'un passé qu'on inventorie, mais on va à la conquête du ciel, et c'est cela effectivement que tous les obélisques qui ont été plantés pour la plupart par Sixte Quint, qui construit littéralement le ciel de Rome en imposant ainsi une géographie imaginaire à ces processions. Ce discours ascensionnel, donc, s'exprime dans les églises, dans les catacombes, dans la coupole, comme une apothéose. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que je pense que la Milan ambrosienne est comme la Rome de Sixte Quint, une apothéose, une arme de la contre-réforme. Que cette tradition a son auteur, ou plutôt son héros, et c'est vers lui que nous devons porter notre attention, Charles Borromée, car c'est lui le dernier des nouveaux Ambroises. Alors, j'ai été un peu allusif jusque-là, tentons de le présenter calmement, et tentons de le faire à l'aide d'un texte que je trouve magnifique, qui est le texte de Michel de Certeau. Au départ, la notice d'un dictionnaire, le dictionnaire biographique des Italiens, qui se trouve aujourd'hui en ligne, et dont la traduction française se trouve dans un recueil d'articles publié en 2005 sous le titre « Le lieu de l'autre, histoire religieuse et mystique ». Histoire religieuse et mystique, mais ici, il ne s'agit pas de mystique. Tandis que les vies qui circulent après la mort de Thérèse d'Avila en 1582 narrativisent le champ mystique, celles qui se répandent dans toute l'Europe catholique après la mort de son contemporain, Charles Borromée, en 1584, met en circulation, au contraire, le programme pastoral et sacerdotal de la réforme tridentine. Elle le fait avec une ampleur, avec une portée dont on peine à prendre la mesure. Les très nombreuses vies borroméennes, Charles Borromée a été canonisé en 1610, mais bien avant, la vie de Charles Borromée s'impose dans toute l'Europe et crée, dans ses 1000 variantes, le récit unique dont, au fond, la puissance tient à l'unité biographique. Ce que Michel de Certeau appelle un non-historié. Un non-historié. C'est au fond l'histoire de ce nom, ou la figuration, ou l'enluminure, qui porte la responsabilité et, je dirais, l'énergie de ce qu'on appelle la contre-réforme. Et d'ailleurs, c'est si vrai que certains historiens se demandent si on ne ferait pas mieux la réforme catholique de l'appeler la réforme borroméenne plutôt que tridentine, tant effectivement est à ce moment-là la conquête par Rome de l'image de Milan est centrale. C'est donc à partir de la narrativisation de sa légende que l'on peut saisir l'importance historique de ce théâtre borroméen par lequel la contre-réforme se choisit son héros. Ce qu'il y a d'héroïque dans la vie de Charles Borromée, né en 1538 dans le château familial d'Aronac, sur les bords du lac Majeur, c'est d'abord sa capacité de rupture.
la grandeur, la richesse, l'antiquité de son lignage, de sa clientèle, ce qu'il appelait la militia ecclesiastica, c'est-à-dire tous les clercs autour de lui d'une fidélité sans faille. C'est évidemment un appui précieux à un moment où un diocèse est d'abord une affaire de famille, mais alors que les charges et les biens s'accumulaient pour celui qui a fait réellement fortune, comme cardinal romain, il faut l'imaginer, Charles Borromée à ce moment-là, il a la maison de Charles Borromée à Rome en tant que cardinal, c'est 150 personnes uniformément vêtues de velours noir et qui sont effectivement, oui, une milice et une puissance aristocratique proprement phénoménale. Seulement voilà, la mort subite de son frère aîné Federico fait dévier brutalement son existence. Federico était l'aîné. C'est lui qui était le chef de famille. C'est lui qui devait porter les armes. Et donc, logiquement, Charles devrait remplacer le frère aîné. Or, il fait l'inverse. Et c'est là la rupture. Le 17 juillet 1563, il se fait ordonner prêtre, et le 7 décembre suivant, il est sacré évêque. Le 7 décembre, oui, c'est-à-dire le jour de l'ordination d'Ambroise, qui lui aussi portait le deuil de son frère Satyrus. Et c'est à Milan qu'il va s'installer pour y défier le pouvoir du gouverneur que le roi d'Espagne, Philippe II, a nommé directement en 1556. Donc, tout, à partir de ce moment-là, va rejouer la geste d'Ambroise. La rupture avec la vie civile, la rupture avec la richesse, avec le pouvoir civil, la conversion. Le gouvernement pastoral de Charles d'Ambroise va travailler désormais à la gloire de sa patrie, Milan, dans le contexte global, effectivement, d'une milanisation de la contre-réforme. La consécration épiscopale nous a placés sur un trône élevé, affirme-t-il en 1569, et jusqu'à sa mort, en 1584, il y installe ses devoirs, comme le dit Ambroise, c'est-à-dire qu'il ne quitte plus sa province ecclésiastique, et c'est en cela qu'il devient, pour ses contemporains, un quasi-pape, le pape de Milan, l'autre pape, enfin, c'est une obsession, au fond, dans sa renommée. Oui, je l'ai dit, il s'agit bien d'une conversion. Dans la Vita de Charles Borromée, c'est évidemment son secrétaire qui va écrire comme Ambroise, qui va écrire la première vie de Charles Borromée, qui est la pièce maîtresse de son procès de canonisation en 1610. Giovanni Pietro Giussani évoque le moment où l'archevêque efface les peintures de son palais, soit, je le cite, les insignes de sa famille qui étaient peintes en différents lieux avec son nom, pour les remplacer par des images pieuses de la Vierge et d'Ambroise. Du point de vue culturel, conversion également. Charles Borromée convertit sa culture humaniste classique en réformisme religieux. Il lisait ardemment Cicéron, Tite-Live, Lucrèce, Virgile. Il se contentera désormais strictement de Cyprien et Ambroise, c'est-à-dire qu'il oriente ses lectures dans un sens pastoral. C'est qu'il entend assumer alors pleinement le rôle de l'évêque modèle en articulant le règne et la gloire, le pouvoir et le faire croire, l'administration et la rhétorique, car évidemment tout passe par la prédication. Il mène un combat contre les rébellions, contre les sectes, contre les superstitions, contre les carnavals, mais aussi contre les orgueilleux, contre les corrompus, contre la léthargie des prêtres. Il défend sans relâche à la fois la stricte observance de la doctrine et la fidélité sans faille d'un corps presbytéral et diocésain. Je cite Michel de Certeau, « que le texte prenne corps ». Voilà le principe essentiel qui inspire non seulement un ars contionandi, l'art de convaincre, l'art des prédicateurs, mais une existence. Faire advenir ce qui est déjà dit. Telle est la spiritualité méticuleuse et acharnée de l'archevêque lentement transformé en ce tableau
qu'à Rome, on est déjà satisfait d'avoir enfin tracé. C'est comme ça qu'écrivait Michel de Certeau. Le tableau déjà tracé, pour faire advenir ce qui est déjà dit, l'administration borroméenne est d'abord une prédication, et cette prédication est d'abord un style. S'y perçoit une hantise au sens propre, celle de l'antique discipline, de la pureté des origines, du rêve nostalgique, du retour au père de l'Église. Et c'est bien ce style oratoire qui fut la source de son pouvoir et de la dévotion populaire, précipitant peu de temps après sa mort, en 1610, sa canonisation. Alors, ce personnage épiscopal se fait, je cite encore Michel de Certeau, marbre et théâtre. Il devient instrument juridique et narratif d'une institution. Donc, l'histoire de la mémoire d'Ambroise était celle des nouveaux Ambroises. C'était, vous vous en souvenez, cette histoire spectrale de la cohorte nombreuse de tous ceux qui revivaient en lui. Mais Charles Borromée est le dernier des nouveaux Ambroises. Il n'y en aura pas d'autre après lui, tant sa stature est puissante, imposante, définitive, au point de masquer celle d'Ambroise. C'est la question, au fond, que je voudrais poser. C'est tout l'enjeu de ce que, justement, Marie Lesowski appelle la mimétique ambrosienne, et ce que je vais en dire à présent est très dépendant de ces travaux. Je vous signale que de la thèse dont j'ai parlé, qui a été soutenue en 2013, vient de paraître un livre, mais seulement sur l'histoire sociale de la bibliothèque ambrosienne, qui s'appelle « L'abrégé du monde ». Oui, je l'ai dit, l'action administrative et pastorale de Charles Borromée n'a d'autre visée que de restaurer, en fait, il faudrait dire ressusciter, les saintes institutions ambrosiennes. Il compte pour cela sur la fidélité et la ferveur d'une avant-garde militante, la congrégation des Oblats de Sant'Ambrogio, qui est installée en 1578 dans l'église San Sepolcro, et dont l'exemple vertueux doit gagner la ville tout entière. C'est au sens propre une avant-garde. Ils sont, disent leur statut, 1578, des combattants aux ordres d'Ambroise. Et cet idéal pastoral de Charles Borromée, qui fait effectivement de la contre-réforme un combat et de la Milan ambrosienne une arme dans ce combat, l'idéal pastoral ne se donne pas de limite sociale. On est effectivement dans un modèle de séparation, mais aussi de prosélytisme, tel que l'exprime ce sermon du 7 décembre 1567. Parce qu'évidemment, les grands sermons, à chaque fois, de Charles Borromée, c'est le 7 décembre, c'est le jour de la Sainte-Ambroise. Bon. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il donne une définition qui est extraordinaire du pouvoir pastoral, en cela que, évidemment, comme l'a montré Michel Foucault, ce pouvoir pastoral, c'est celui non seulement des pasteurs, mais aussi de tous ceux qui s'y soumettent et de tous ceux qui veulent bien gouverner leur vie. Et c'est cela, le projet politique global de l'Église. Vous, magistrats, pères et mères de famille, et vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avez charge et gouvernement d'autres hommes, et même vous tous, chrétiens, que tous, à présent, il me plaît d'appeler en une certaine manière pasteurs, dans la mesure où vous êtes tous obligés d'aider le bon progrès spirituel des âmes de ceux qui sont dans votre gouvernement. Donc là, on voit bien comment le projet de séparation, bien sûr, la contre-réforme rejoue la coupure grégorienne, eh bien, est aussi une forme de prosélytisme. Et oui, je l'ai dit, Milan, dans sa forme matérielle, dans la topographie urbaine du souvenir, devient un théâtre de mémoire, un espace sillonné d'itinéraires où, de trésor en trésor, les corps des saints nous entraînent dans des exercices dévotionnels. Ainsi, Borromée prône-t-il, lors du jubilé de 1576, qui suit la Grande Peste à Milan, cette écoute active, proprement émouvante, au sens où elle doit affecter et mettre en mouvement. Mais toi, Milan, écoute ce que te dit ton pasteur Ambroise. Tel est le pouvoir pastoral de celui dont la voix dit à chacun de ceux
qui rendent visite à ces lieux, souviens-toi. Ces ricordi sont des rappels des commandements qu'il reçut de Dieu. Et c'est à ce moment-là, je l'avais déjà dit, que Carlo Bascape, qui est un clerc, fait le livre des reliques et de l'antiquité des reliques de Milan, qui est un guide du pèlerin. Et ce guide du pèlerinage se fait lui-même guide et pasteur parce que, au fond, il enjoint ceux qui visitent les lieux à se mettre devant les reliques et à entendre ce qu'elles disent. Par ces saintes admonitions dont notre cher pasteur et maître nous les a faites pour que nous ne les oublions jamais. Pourquoi ne lui obéissons-nous pas ? Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de ces saints rappels à toutes heures, et d'autant plus grandes quand nous entrons dans sa sainte Église où son sacré corps repose ? Oui, parce que si vous vous mettez devant l'autel d'or d'Ambroise, alors il vous parle. Il ne manque pourtant pas de successeurs, ces imitateurs qui ne cessent de les rappeler à l'esprit de qui veut entendre. Charles Borromée est son successeur, le dernier de ces imitateurs, et peut-être est-ce pour cela que Charles Borromée, au fond, n'a pas écrit ou fait écrire de vie d'Ambroise. Parce que tout à Milan, dans les lieux mêmes, parle d'Ambroise. Ou plutôt si, Charles Borromée a raconté une vie d'Ambroise, mais en image, dans le cœur de sa cathédrale, le dôme, qu'il a transformé en un lieu ambrosien. Et c'est en vous faisant voir quelques images que je voudrais achever ce parcours. Au centre de ce cycle, alors, le dôme est devenu un lieu ambrosien, ce qu'il était aux origines, mais ce qu'on avait oublié qu'il avait été, parce que Charles Borromée y fit déposer une relique, le fragment d'une dalmatique en 1577, mais surtout parce qu'il y fit sculpter dans le bois des dossiers des stalles du chœur un grand cycle de 71 scènes qui n'est pas achevé à sa mort en 1584, mais dont l'ensemble des gravures sont déjà, et donc du programme, sont déjà non seulement effectués, mais je dirais acceptés par Borromée lui-même. Donc, il s'agit de sculptures en bois sur les stalles du chapitre majeur. Alors, il y a deux programmes. Il y a le chapitre mineur, donc en contrebas, où sont la théorie, au sens propre, des évêques de Milan, des saints évêques de Milan. Ils ne sont pas identifiables. Tous, au fond, sont les continuateurs d'Ambroise. Le seul qui soit identifiable, et c'est sur cette ressemblance que je voudrais terminer, c'est Ambroise. Sur le chapitre, pour le chapitre majeur, c'est-à-dire en haut, 3 étages plus haut, c'est 71 cycles. Au centre de ce cycle, soit à proximité de la cathèdre, se trouvent les 5 scènes relatives à l'affrontement entre l'empereur Théodose et l'archevêque de Milan. Je vous rappelle l'épisode. Théodose avait ordonné le massacre de la population de Thessalonique, qui s'était révoltée contre le gouverneur de la ville Butérique, 7000 morts, dit la tradition, dans le cirque, et nous sommes à la fin du mois d'août 390, et le 10 septembre, Ambroise l'exhorte à se repentir, comme le roi David, ce qui sera fait et permettra à l'empereur chrétien de réintégrer la communauté des fidèles à la Noël 390. Cette soumission de l'autorité impériale au gouvernement pastoral de l'évêque est théorisée dans l'apologie de David d'Ambroise, qui affirme avec netteté que, je cite, « l'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus d'elle ». Oui, mais sauf que dans la vie de Paulin de Milan, l'épisode est dit, mais il est dit rapidement. C'est là-dessus que veut insister Charles Borromée. C'est effectivement sur l'humiliation du pouvoir civil face au gouvernement pastoral.
Et nous avons compris que par gouvernement pastoral, il ne s'agit pas seulement, c'est tout le projet politique de la contre-réforme, le pouvoir de l'évêque, mais le pouvoir qui s'inscrit dans les corps, dans vos corps, vous tous qui êtes les pasteurs. Bon. Alors pour cela, effectivement, il faut amplifier la scène. Il y en aura 5. Donc on va chercher dans les vies grecques ce développement entre l'excommunication de Théodose et son absolution, que vous voyez ici, s'intercalent 3 autres scènes pendant lesquelles donc, l'empereur ne peut pas communier, et c'est très fort quand même, hein, il est excommunié au sens propre, et c'est assez dire combien le pouvoir borroméen avait le désir d'insister sur ce moment d'exclusion du pouvoir laïque au seuil de l'Église. Donc il y a une image où on voit la visite d'un envoyé de l'empereur, Rufinus, qui ne fait pas fléchir Ambroise, ensuite Théodose, qui vient en personne devant l'évêque, qui ne cède pas davantage, ensuite l'empereur qui donne un signe de contrition, et là, effectivement, eh bien, vous voyez Théodose prosterné aux pieds d'Ambroise, à l'arrière-plan, ses soldats se lamentent, et ce que représentent les scènes du presbytérium, c'est l'inviolabilité du cœur lui-même, c'est-à-dire justement la coupure. Cette coupure grégorienne réactivée par la réforme borroméenne tridentine, hein, de ce gouvernement pastoral qui a la main, au sens propre, sur l'empereur. La contre-réforme tient donc sa grande scène politique, la pénitence de Théodose. La voici représentée par Federico Barocci, un peintre urbinate en 1603 sur une grande toile qui se trouve conservée dans le dôme, qui ouvre un grand cycle iconographique qui couvre tout l'âge classique. Et donc je pourrais vous faire voir jusqu'à la fin de l'heure eh bien, toutes les scènes qui deviennent, encore une fois, c'était une scène plutôt euphémisée dans la tradition médiévale et qui aujourd'hui est proprement en apothéose, hein, ce moment où Ambroise, donc le pouvoir non seulement épiscopal mais pastoral, arrête au seuil le pouvoir laïque. Mais plutôt que de vous faire voir cette tradition, je préfère, vous commencez à connaître mon mauvais esprit, mettre à jour l'accroc dans cette tradition. Regardez, vous avez ici 2 images qui sont confrontées. La première, c'est le dessin préparatoire, c'est la mort d'Ambroise, de Camillo Procaccini pour les stalles du chœur de Dôme de Milan, où on décerne clairement un Ambroise vénérable et barbu. Et dans la version finale, réellement sculptée dans les dossiers des stalles, eh bien, on a rasé de près Ambroise. Et comme l'a montré Annalisa Albuzzi, c'était à la suite d'une intervention de l'archevêque de Milan, qui est alors Federico Borromeo, le cousin de Charles Borromée, qui lui succède de 1595 à 1631. À ce moment-là, effectivement, le pouvoir borroméen tente de promouvoir un Ambroise glabre. Ici, Giovanni Battista Crespi dit le Cerano, grand tableau que Federico Borromeo donna à l'Ambrosienne en 1618, et puis d'autres ici, et en particulier celle-là, peinte sur bois, qui est également dans la galerie archiépiscopale de Milan. C'est une peinture médiocre et anonyme de la moitié du XVIIe siècle. Mais là, on a déjà un problème, c'est que l'attribution est un peu hésitante, c'est qu'on se demande s'il s'agit d'Ambroise ou de Charles Borromée, qui ressemblait plutôt à ça. Et là, on a quand même une première hésitation sur la capacité que le nouvel Ambroise, Charles Borromée, a pu, au fond, exprimer de faire ressembler son modèle à lui-même. Évidemment, cette image d'un Ambroise glabre
il se heurtait à toute la tradition iconographique que nous avons ensemble vue. Je vous fais revoir des images auxquelles jusque-là nous étions invités. Là, c'est Vincenzo habitué, Vincenzo Foppa à Sant'Estorgio, voilà une autre à la Cagranda. Tout ça, ce sont des images du XVe siècle. Je ne vous avais pas fait voir il y a 15 jours celle de la chapelle Griffi, où on voit un Ambroise, parce que je vous avais dit qu'elles étaient moches, de fait elles le sont, vous voyez, un Ambroise furieux sur un cheval, et qui est un Ambroise qui juge également, et qui juge à mort donc le condamné, mais il n'empêche que cet Ambroise, tout martial qu'il est, il est barbu, comme était barbu aussi le Tondo du XIIe siècle dont nous allons parler. Lorsque, justement, on préparait les œuvres complètes romaines d'Ambroise, les Romains avaient demandé aux Milanais qu'ils lui envoient la vraie effigie d'Ambroise. Et pour les Milanais à ce moment-là, le portrait le plus ressemblant, c'était celui-là. Ce tondo polychrome du XIIe siècle que Pétrarque, vous vous en souvenez, avait vu. Et il avait cru voir Ambroise vivant. Alors, les Milanais trouvent cette image, l'estiment la plus ressemblante, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est assez étonnant, l'estiment la plus ressemblante et la copie pour envoyer aux copie médiocre, vous avez vu, pour l'envoyer aux Romains qui préparent les opéras Omnia. Or, voyez comment les Romains vont dans le frontispice, en réalité, dans donc la première page qui ouvre les opéras Omnia, le premier tome des opéras Omnia. Vous voyez comment ils vont l'interpréter, évidemment en lui remettant une barbe solennelle et vénérable. Et Felice Peretti, le futur Sixte Quint, en ouverture donc de ce qu'on appelle une antiporte, c'est-à-dire véritablement le seuil du livre, voilà comment il commande cette image. Il me semble qu'Ambroise ne pouvait être autre que lui-même, face redoutable et vénérable, formidable pour les rois et les empereurs. Je l'ai fait voir à de nombreux seigneurs, et tous en restent profondément édifiés et pensent qu'il ne peut y avoir d'autre vraie effigie que celle-ci. Elle ouvre donc la Vita Ambrosii, et donc elle nous fait hésiter sur cette histoire de barbe. Qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que, au fond, Charles Borromée a tenté de faire en rasant de près Ambroise ? Se mettre, alors que manifestement on n'y arrive pas, parce que la tradition justement iconographique résiste, il a tenté de mettre Ambroise là encore en conformité avec le présent, c'est-à-dire l'énergie qu'il mettait à justement légiférer contre la barbe des clercs. Le 30 décembre 1576, il édicte une grande lettre qui s'appelle De Barba Radenda, qui précise les raisons spirituelles et ecclésiologiques qui font assimiler la pilosité au péché, et en particulier au péché de superbe. Donc, ce n'est pas tant que les clercs ne doivent pas porter la barbe, c'est qu'ils ne doivent pas lui porter un soin excessif. Et Borromée de préciser, en méprisant cet ornement commun du visage, nous renonçons aux vains ornements et gloires des hommes. Alors, un historien, Jean-Marie Legarde, a consacré un livre plaisant à ce sujet, à l'histoire de la barbe, et c'est un mouvement général, d'ailleurs, de la législation ecclésiale
tenter d'en limiter le port pour les clercs. Et comment expliquer justement cette aversion archi-épiscopale pour cette masculinité ostentatoire? Précisément parce que la renaissance de la barbe, dans les années 1520, c'est un phénomène de cour qui est lié à la virilisation du pouvoir souverain. Henri VIII d'Angleterre, Charles Quint, et puis le premier, sans doute, à avoir porté la barbe, François Ier, furent les grands rois barbus de leur temps. Et cette association entre la barbe et le pouvoir explique la diffusion aristocratique, puis bourgeoise, de cette mode masculine jusqu'à la fin du XVIIe siècle, qui voit le retour du glabre, le triomphe de la police et en fait l'essor d'un simulacre de pilosité, c'est-à-dire la perruque. Alors, pour comprendre l'anthropologie de ce phénomène, il faut sans doute tenir compte des bouleversements profonds que l'élargissement du monde provoque dans les représentations traditionnelles de la beauté et de la vigueur masculine, puisqu'il y a évidemment l'image du sauvage velu, mais à celle-ci, les découvertes atlantiques opposent quelque chose de plus surprenant, c'est-à-dire l'humanité harmonieuse, pacifique et glabre des Indiens qui s'épilent jusqu'aux sourcils. C'est ce qu'a vu Christophe Colomb, c'est ce que verra Jean de Léry encore en 1557 avec les Indiens Tupinambas du Brésil. Et au fond, dans ce face-à-face entre le civilisé et le sauvage, c'est le conquistador qui est barbu. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la polémique contre la barbe cléricale. Il s'agit bien d'affirmer une auctoritas ecclésiale contre la potestas laïque, alors qu'il rejoue différentes coupures, avec le clergé grec, barbu, avec les juifs, qu'on représente comme barbu, puisque le Lévitique interdit de se raser, sinon en signe de deuil, avec, dans une moindre mesure, les musulmans. Donc on comprend que la réforme catholique, dans sa variante borroméenne contre la pilosité virile, est profondément ambiguë, aussi parce que le port de la barbe peut être un signe de pénitence. C'est pour ça que Clément VII, par exemple, après le sac de Rome en 1527, s'est fait pousser la barbe, parce que c'est aussi une forme de renoncement au pouvoir. Voilà pourquoi, au fond, la croisade de Charles Borromée était perdue d'avance, comme elle était perdue d'avance, d'ailleurs, la volonté de lutter contre la représentation équestre d'Ambroise. Dans le bréviaire de 1580, Galesini remarquait qu'on ne devait plus représenter la bataille de Parabiago parce que, au fond, l'Église n'avait que faire de cette lutte d'une faction laïque contre une autre faction laïque, et, je le cite, il n'est pas d'usage de célébrer les apparitions des saints. Il n'empêche que là encore, la tradition a la vie dure, puisqu'on trouve plus tard, ici en 1590, des représentations encore plus furieuses d'un Ambroise, héros de la contre-réforme. Nous voici donc ramenés à la plasticité des manipulations de la mémoire, et c'est sur elle que je voudrais évidemment terminer. Y a-t-il donc pas de possibilité de voir un portrait ressemblant d'Ambroise? Est-ce que la manière, ce que nous nous étions donnés à voir, à comprendre, ce que nous avions tenté de nous donner comme horizon de l'enquête, c'est-à-dire Ambroise lui-même, est-ce que nous sommes condamnés à le voir, au fond, toujours disparaître derrière ce qu'on appelle la tradition, et dont le plus puissant des héros est peut-être Charles Borromée? Est-ce que, lorsque nous voyons Ambroise, qui est peut-être
là, au plus près, en tout cas chronologiquement, de son portrait, c'est-à-dire sur la mosaïque de San Vittore in Ciel d'Oro, est-ce que c'est Ambroise que nous voyons, ou est-ce que, comme une très déprimante et récente théorie de Martin Raspe nous le fait penser, parce que cette mosaïque qui est en pied ici et qui est donc à San Vittore in Ciel d'Oro a été évidemment reprise. On ne peut pas imaginer sérieusement que cette mosaïque du 5e siècle soit arrivée intacte jusqu'à nous. Lorsque nous sommes devant une mosaïque, nous ne voyons pas une mosaïque du 5e siècle, une image du 5e siècle. Nous voyons une image telle qu'elle est transformée depuis le 5e siècle. À chaque fois qu'une tesselle tombe, regardez, on la remplace. Alors c'est comme la barque de Platon. La barque, elle a des planches pourries. Dès qu'une planche est pourrie, on la remplace. Et puis au bout de 1000 ans, ça peut être toujours la même, mais c'est plus la même. Et Martin Raspe a dit, c'est quand même bizarre, il y a eu une très lourde restauration en 1600, et on a sans doute voulu faire ressembler Ambroise au nouvel Ambroise, Charles Borromée. Donc que voyons-nous ici? Voyons-nous effectivement le portrait d'Ambroise, malgré tout, ou celui d'un nouvel Ambroise, le dernier des nouvelles Ambroises, qui l'a définitivement recouvert. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.